Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cogito. Maintenant que l'affaire du Sahara marocain occidental ne sera plus qu'un mauvais souvenir, il faudra désormais s'habituer à l'affaire d'un autre Sahara marocain, oriental celui-là. L'attachement du Maroc au respect de la légalité internationale pour la résolution des conflits territoriaux mondiaux ne fait aucun doute. Mais à en juger par une attente semi-séculaire pour enfin voir le bout du tunnel et avoir gain de cause dans nos provinces du Sud, je ne suis pas sûr que la voie vers nos provinces de l'Est devrait emprunter un processus aussi interminable. Pour savoir pourquoi le Maroc doit officiellement et sans plus attendre revendiquer son Sahara oriental et avoir une idée d'un règlement alternatif, plus efficace et plus rapide, je vous invite à me prêter toute votre attention tout au long de cette vidéo. Et pour mieux vous servir à l'avenir, je vous prie de vous abonner à cette chaîne si vous en aimez le contenu. Je me permets à ce propos d'ouvrir une parenthèse pour partager une petite inquiétude. Il est en effet quelque peu décourageant, voire même dissuasif, de remarquer que près de 90% de mon audience ne sont pas encore des abonnés. Je referme vite cette parenthèse et je vous retrouve après ce message autopromotionnel. Rebonjour et heureux de vous retrouver pour la suite de cette chronique qui sera, je vous préviens, plus longue que d'habitude. Laissez-moi tout d'abord vous donner un bref rappel des circonstances dans lesquelles le Sahara marocain oriental est devenu algérien. En 1830, le territoire compris entre la Tunisie et la Libye à l'est et le Maroc à l'ouest était alors sous l'administration d'un empire turc affaibli et se rétrécissant comme peau de chagrin. Cette province turque devient ainsi française et le demeure, comme vous le savez, jusqu'en 1962, date à laquelle le dit territoire est dénommé l'Algérie et accède à une indépendance que beaucoup qualifient encore aujourd'hui de formelle. Motivé par un sous-sol qui regorge de ressources naturelles et pensant s'éterniser dans cet important département d'outre-mer, les autorités françaises coloniales ont donc décidé d'agrandir celui-ci, même aux dépens de l'intégrité territoriale de ses voisins. Une intégrité territoriale que les dites autorités françaises ont pourtant promis de garantir en vertu du traité du protectorat de 1912. Faisant fi de cet engagement avec le royaume chérifien, la France s'en va donc par étapes annexer le Sahara marocain oriental à ce qui va devenir l'Algérie. Cette amputation, pour le moins injuste et illégale, s'est faite, selon l'historien français Bernard Lugan, en 3 étapes majeures pour être exact. D'abord, en 1845, après la défaite de l'armée marocaine dans la fameuse bataille d'Isly. Le traité de la Lamrénia, qui entérinait cette déroute, ayant rattaché à l'Algérie des pans entiers du Sahara marocain oriental.
La deuxième amputation majeure du Sahara marocain au profit de l'Algérie française eut lieu en août 1890, en vertu d'un accord britannique secret qui permettait à la France de contrôler plus au sud la frontière du Sahara oriental avec le Niger d'alors. La troisième tranche du cadeau ainsi indûment fait à l'Algérie fut découpée en juin 1900, lorsque la France coloniale décida de délimiter en les séparant ce qui allait devenir la Mauritanie et le Sahara dit occidental. Mais la claque tonitruante de décolonisation réveille brutalement la France de son beau rêve colonial africain et jette les soldats de l'Hexagone hors du continent. En juillet 1962, pour ce qui nous concerne dans cette chronique, le département français devient ainsi l'Algérie et celle-ci s'accroche à corps et à cri au principe juridiquement fallacieux et moralement infondé de la soi-disant intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Une grande supercherie du droit international, bien entendu. La question est maintenant de savoir si les territoires marocains spoliés de la sorte ont jamais été revendiqués, une fois l'indépendance du Maroc recouvrée. La réponse est évidemment positive. La toute première fois avant la création de l'Algérie en juillet 1962, elle a été soulevée par la France elle-même, un peu comme par remords pour libérer une conscience coloniale on ne peut plus charger. En proposant à feu le sultan Mohammed V de réviser les frontières avec l'Algérie. Mais le souverain marocain a refusé l'offre française, ne voulant pas trahir ses frères algériens, avec lesquels il préférait négocier cette question après leur indépendance. Une fois les 10 frères algériens devenus indépendants, ils refusent toute négociation. Et le défunt roi Hassan II se voit alors dans l'obligation d'en découdre, notamment en 1963, en infligeant une défaite humiliante à nos désormais nouveaux voisins de l'Est, lesquels dénoncent une agression qu'ils ont eux-mêmes provoquée et s'en vont crier au mépris. La fameuse Hagrona Khotil Mgharba, alors que l'offensive marocaine a été stoppée en cours de route par un souverain pragmatique et visionnaire qui a préféré attendre à titre provisoire des lendemains plus propices. Un provisoire qui dure depuis à cause des 2 tentatives de coup d'État contre le roi avortées en 1971 et 1972. Mais la revendication du Sahara oriental a été reportée sine die, surtout après novembre 1975, date à laquelle, de guerre lasse, 350 000 Marocains marchent, cette fois pacifiquement et vers le sud, pour embrasser leur cher Sahara occidental. Événement désormais immortalisé sous le nom évocateur de Marche verte, en raison, comme vous le savez, de son caractère pacifique. Mais réponse du berger à la bergère, nos voisins de l'Est, ne l'entendant pas de cette oreille, ils jurent leur grand Dieu que cette deuxième raclée de ceux qu'ils appelleront désormais le Marzen ne restera pas impunie. Promesse tenue, car dès la fête du mouton qui suit, marche noire contre marche verte, 350 000 Marocains d'Algérie se voient inhumainement éconduits à nos frontières de l'Est, quasiment en tenue d'Adam et d'Ève pour la plupart. Mais ce n'est pas tout. Nos voisins de l'Est feront d'une pierre 2 coups en co-créant
et entretenant le Polisario. Tenter désespérément d'accéder à l'Atlantique via une fantomatique république sur notre Sahara occidental et surtout retarder le plus possible la reprise de la revendication de notre Sahara oriental. La suite, vous la connaissez. En conclusion de notre propos d'aujourd'hui, plus d'une raison valable milite en faveur de l'urgence de la revendication officielle du dit Sahara oriental. D'abord, le règlement de l'affaire du Sahara occidental entame son sprint final et s'engage sur sa dernière ligne droite. Ce n'est donc plus une excuse pour reprendre à bras-le-corps l'effort nécessaire au parachèvement de notre intégrité territoriale. Ensuite, vu la longueur et la lenteur du processus de règlement onusien, pour en avoir fait les frais pendant un demi-siècle, il est plus que jamais urgent d'entamer le dit processus maintenant. La Cour de justice de La Haye, la Cour internationale de justice de La Haye, et la 4e commission du Conseil de sécurité de l'ONU attendent impatiemment de telles saisines. Un goût de déjà-vu qui n'intéressera à coup sûr que les partisans du temps perdu. Existe-t-il alors une solution alternative? Pas vraiment, si la France, seule responsable de cette situation, ne jette pas tout son poids dans la balance. Surtout après avoir clairement soutenu le Royaume dans le dossier de son Sahara occidental, lui avoir remis les archives prouvant irréfutablement la marocanité de son Sahara oriental. Et si cela ne suffit pas aux autorités algériennes, je les réfère aux documents déclassifiés de la CIA que la centrale de renseignement américain vient de rendre publique. Quoi qu'il en soit, l'urgence de la récupération du dit Sahara oriental n'est plus seulement une préoccupation des canaux officiels. La question est désormais bel et bien nationale et populaire, tant à l'intérieur du pays qu'au-delà de nos frontières. Deux exemples, on ne peut plus significatifs, confirment le constat que je viens d'avancer. Le premier est représentatif de la mobilisation intérieure et porté par la confédération de 130 organisations non gouvernementales, sous la houlette de Moustapha Laïesh, très actif notamment dans la défense de notre intégrité territoriale. Le second concerne une diplomatie alternative particulièrement active dans les couloirs des cercles de décision américains. Cette offensive de lobbyisme marocain des États-Unis s'est récemment illustrée par les sorties médiatiques de Charles Dahan, le juif marocain le plus en vue de la diaspora marocaine chez l'oncle Sam, entre autres activistes marocains de par le monde. On le voit donc, la rétrocession de nos provinces de l'Est n'est plus qu'une question de temps, car ce train transoriental d'un autre type est désormais mis sur les rails. À la prochaine.